me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'animer ce panel totalement non paritaire. Comme Ludovic le disait, je suis directeur de la section affaires à la presse. Ça nous fait bien plaisir de parler d'innovation puis de parler de ce qui préoccupe les entreprises du Québec. J'en profite pour vous saluer, tout le monde qui est présent, que vous soyez en zone rouge, orange ou peut-être même des chanceux en zone jaune. On a tendance à oublier que ça existe. On a des gens de l'Estrie, en effet. On a des gens de l'Estrie. Et je pense qu'il y a même des régions deux couleurs. Merci d'être là. J'ai lu effectivement le sondage avec grand intérêt. J'ai décortiqué, c'était très touffu en termes d'information. Il m'est venu effectivement des questions que je vais poser à nos panélistes qui ont chacune un peu leur champ d'expertise aussi, des questions particulières ou des éléments à creuser dans le sondage. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je commencerai avec Madame Foisy, PDG de Québec Innove. C'est toujours intéressant de voir un sondage, de prendre une photographie de ce qui se passe. C'est intéressant aussi de voir un peu l'évolution, de comment les choses changent d'une année à l'autre. Donc là, c'est la deuxième année du sondage. Donc, selon votre analyse, quand vous avez reçu les constats, Mme Foisy, quels sont les changements les plus frappants, selon vous, là, entre les résultats de l'an dernier et les résultats de cette année? En fait, moi, je me fermais les yeux, je me disais où on était en novembre 2019, ça a l'air quasiment de 10 ans. J'espère qu'on a tellement fait de choses, mais si on se reporte il y a 12 mois, là, on était en pénurie de main-d'œuvre, on disait qu'on était en hyper-croissance, l'économie allait super bien, les entrepreneurs avaient des carnets de commandes pleins, puis on avait de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Puis là, mais moi, le plus grand constat de ce que Sylvain nous a parlé, puis ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est vraiment que l'innovation chez les PME est restée stable malgré la crise. Alors, pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que 57% des répondants déclarent que leur entreprise a développé au moins un projet d'innovation concret au cours de la dernière année, soit exactement la même proportion que l'année précédente. Donc, dans le contexte où tout bouge, mais cette stabilité-là, pour nous, c'est hyper encourageant. Puis peut-être l'autre chiffre que j'aime bien là, quand on se compare, là, c'est vraiment de dire que les PME de 25 à 250 employés ont investi en moyenne 4% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement, et puis en innovation, ce qui est quand même une légère hausse par rapport à l'année passée où on était à 3,6%. Fait que ça, pour moi, c'est intéressant. Puis le fait que ça grimpe à 5% quand on a un conseil d'administration, quand on a un comité consultatif, bien, ça veut dire que quand on est accompagné, quand on a de la collaboration, quand on a des gens qui nous aident à voir plus loin, bien, ça aussi, ça nous aide à mieux innover. Puis, on a parlé aussi rapidement dans le sondage que la crise de la COVID qui a frappé nos PME fait en sorte que l'innovation les rend plus résilientes. Alors, ça aussi, pour moi, quand on compare année sur année, bien, cette année, c'est en moyenne 4,5% qui ont investi ou qui prévoient investir. En fait, 4,5%, c'est la baisse qu'ils prévoient dans leur chiffre d'affaires. C'est pas mal en moyenne, mais quand même, c'est pas si pire considérant la crise d'après moi. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a 61% des entreprises qui ont développé une innovation dans la dernière année qui nous indique que la culture de l'innovation leur a permis de mieux passer à travers la tempête. Alors pour moi, c'est pas rien, c'est hyper encourageant. Puis moi, ce que ça veut dire pour moi, c'est que les entreprises qui innovent sont plus solides quand des crises arrivent. Alors, ce chiffre-là, pour moi, c'est des histoires à succès. Les entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, écoutez d'autres entrepreneurs qui disent que l'innovation les a aidés. Alors, c'est un message, on doit partager ça. Puis moi, j'aimerais bien que l'innovation arrive à l'ordre du jour, pas juste au CA, mais aussi à l'ensemble des entrepreneurs. Donc, vous diriez, si je vous comprends bien, que la COVID-19, pour tout le négatif qu'elle a, aura peut-être de positif, de servir de preuve de l'importance de l'innovation, un peu comme une carte de visite. Oui, puis j'espère qu'on ne perdra pas ça non plus. Il y a des choses qu'on apprend. C'est-tu Winston Churchill qui dit qu'il ne faut pas manquer les opportunités d'une bonne crise? Bien, c'est vrai que ça n'a pas été facile, c'est vrai que ça ne l'est encore pas pour plusieurs, mais si l'innovation peut faire en sorte qu'on soit meilleur, tant mieux. Puis on a aussi vu les chiffres de collaboration. Pour moi, on a vu des collaborations improbables, mais qui ont permis des succès incroyables. Pour nous, chez Québec Innove, là, c'est presque... Bien, on a eu les chiffres d'octobre là, hier, là, c'est presque 50% de plus
d'aiguillage qu'on a fait cette année par rapport à l'année passée pendant la pandémie. Fait que ça, c'est pas rien. Mais on a vu des collaborations, des compagnies d'alcool qui se sont mis à faire des désinfectants, des compagnies de jeans qui se sont mis à faire des masques. Mais ces collaborations-là, c'est aussi des nouveaux réseaux, c'est aussi des nouvelles personnes, des nouveaux experts dont on a besoin d'aide. Donc, pour moi, j'espère que cette collaboration-là va poursuivre, puis ça va nous aider à devenir meilleurs, puis qu'on n'oubliera pas que quand on a eu des défis, que l'innovation nous a permis de sortir, puis j'espère qu'on ne se retrouvera pas à juste faire du courant, de l'urgent, mais qu'on pensera plus à long terme. Que ça s'inscrive un peu dans l'esprit, quoi. Exact, exact. Ça devienne que la culture de l'innovation puisse transpirer auprès d'un plus grand nombre d'entreprises parce que, tu sais, on l'a vu, là, il y a 61 des défis, c'est qu'il y a quand même des entrepreneurs qui travaillent seuls, hein, qui travaillent sans parler avec d'autres. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est travailler avec d'autres joueurs, aller vous entourer de gens compétents, aller chercher des experts dans les... C'est ça que je vais vous parler des membres de Québec Innove. Là, on représente 14 000 chercheurs. On a vu tantôt les statistiques. Bon, il y en a qui les connaissent, il y en a qui ne les connaissent pas. Donc, je vous invite vraiment à utiliser les expertises et les financements qui sont aussi disponibles chez nos experts, chez nos membres, pour vous aider à être des leviers importants dans vos projets d'innovation. Vous avez parlé de culture de l'innovation. On y reviendra un petit peu plus tard. Je voudrais maintenant passer le micro à Mme Sophie Robillard, vice-présidente aux investissements et appui aux transitions au Fonds FTQ. J'ai l'impression qu'il y a des transitions, il y en a eu beaucoup cette année dans les entreprises dont vous avez dû être occupé, que ce soit des transitions volontaires et beaucoup, je pense qu'on a pu constater de transitions aussi forcées, parfois temporaires, parfois permanentes. Madame Robillard, moi, un des constats ou une statistique quand même qui me fait sursauter quand j'ai vu le sondage, c'est que parmi toutes les PME qui n'ont pas développé de projet d'innovation, il y a quand même 40 %, donc quand même beaucoup qui ont dit ou qui avaient le sentiment que de n'avoir aucun besoin d'innovation. Moi, ça m'a quand même étonné. Vous, comment vous percevez ça? Oui, bonjour. Je voulais juste faire un petit point sur mon fond d'écran parce qu'on a fait un webinaire sur la santé-sécurité hier dans le temps de la pandémie. C'est pour ça que j'ai la deuxième vague. Je pense que notre logo est à l'envers. Donc, petit aparté. Écoutez, je pense, parce que nous, au fond, évidemment, on a en portefeuille 3300 entreprises et puis on parle de plus de presque 14 milliards d'actifs. On parle à tous les jours aux entreprises. Je pense que le terme innovation est peut-être un terme des fois qui est mal interprété ou interprété de façon différente. C'est que des fois, quand on parle d'innovation, les gens vont penser que c'est de l'invention, c'est de la R&D, ça ne s'applique pas trop pour moi. Nous, au fond, ce qu'on veut faire, c'est vraiment y penser de façon beaucoup plus large. Donc, si une entreprise décide On a un petit problème technique du nous, côté. c'est l'innovation. Si elle regarde ses procédés, je m'excuse, il y a quelqu'un qui est arrivé sur la ligne, c'est-tu correct ou ça va? OK, j'ai entendu comme un petit glitch, là. On vous a perdu, une phrase ou deux. On vous a perdu une phrase ou deux. OK. Bon, ce que je voulais dire, c'est que pour nous, l'innovation, ça peut prendre une forme si une entreprise se questionne pour ouvrir un nouveau canal de distribution numérique, par exemple. Donc, évidemment, c'est de l'innovation. Si elle veut revoir même son offre de produits et services, c'est de l'innovation. Elle veut revoir ses procédés manufacturiers, c'est de l'innovation. Capitaliser sur son intelligence d'affaires, sur les données qui transitent à partir autant en amont qu'en aval du fournisseur jusqu'à ses clients ultimes et capitaliser sur cette donnée-là pour être en mode proactif et avoir de l'intelligence d'affaires qui lui permet d'être plus, je dirais, rapide sur les marchés, répondre plus de manière adéquate aux besoins, aux attentes de ses clients. Pour nous, c'est l'innovation. Donc, je pense qu'il y a peut-être lieu de simplifier un peu l'expression, parce que qu'est-ce qu'on entend par innovation? Nous, ce qu'on a remarqué aussi, toute industrie confondue, je vous dis, là, depuis la COVID, on est très occupés. Et je vous dirais que, je vais vous donner des exemples. Okay? Ce qu'on voit, moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec les PME du Québec. Et ce qu'on remarque vraiment, c'est que ceux qui avaient emboîté le pas dans des réflexions, même si c'était au stade de réflexion, qui ont fait des projets dits innovants,
Je vais prendre entre autres ce qui est facile et d'actualité, tout ce qui est numérique. Ils ont bénéficié de manière plus positive de la COVID. Je vais prendre un exemple concret qui est Kilico avec Marc-André Lebeau. D'ailleurs, on a fait un webinaire avec lui. Marc-André, on lui a parlé il y a quelques années. On l'a aidé à faire son plan de transformation numérique, mais c'était déjà quelqu'un qui avait de l'expérience dans le numérique depuis plusieurs années, qui a réajusté le tir et avec la COVID, ça lui a permis de tirer son épingle du jeu de manière extraordinaire. On a une autre entreprise, un autre exemple complètement différent de Préverco, qui est dans la production de planchers de bois, qui depuis des années travaille son volet, je dirais, 4.0 pour numériser tous ces procédés de fabrication. Et encore une fois, ça permet à cette entreprise-là d'être beaucoup plus rapide dans le marché avec des procédés qu'ils ont automatisés, des robots, des choses comme ça. Fait qu'il faut juste, je pense, ce qui est important, et je pense qu'avec Québec Innove et les partenaires, c'est ce qui est désiré, c'est de mettre de l'avant des exemples concrets. La PME du Québec, elle a beaucoup d'imagination. Moi, ce que je vois, là, puis en parlant tous les jours à des PME, ça ne prend pas des trillions de dollars pour tout faire ça. Ça prend une volonté, ça prend une culture d'innovation, ça prend des projets structurés et on les aide dans ces accompagnements-là. Fait qu'une longue réponse, Hugo, mais je pense que le message, c'est qu'il y a peut-être l'interprétation des fois. C'est que je pense qu'il faut doser un petit peu des résultats jusqu'à un certain égard. Ça va? Vous avez parlé des investissements nécessaires Oui. et vous êtes en contact donc avec des centaines de PME au Québec, au Fonds de solidarité. Donc, elles viennent vous voir, j'imagine, pour du financement. Est-ce que vous sentez, vous percevez que les entreprises québécoises ont les moyens financiers de leurs ambitions, de leurs innovations? Est-ce qu'ils ont accès ou est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir accès à tout le capital nécessaire pour mettre de l'avant leur projet? Bon, c'est sûr, quand on demande ça à un fonds, c'est sûr qu'on va vous dire oui, de l'argent, il y en a. Mais outre le Fonds de solidarité FTQ, je pense que l'ensemble des partenaires dans l'écosystème du Québec, il y a vraiment un désir partout de vouloir aider les entreprises. Des fois, il y a des programmes, pour avoir passé à travers certaines demandes, des fois, c'est pas toujours évident de faire une demande. Ça peut être très complexe. Ça peut y avoir des critères très serrés. Je pense qu'il y a peut-être lieu des fois d'assouplir certaines règles. Je pense aussi que la manière qu'on peut aider, là, outre le capital, nous aussi en amont, aider forme de capitaux d'investissement, ça peut être aussi de l'accompagnement des experts. Nous, c'est beaucoup ce qu'on fait en amont de ces projets-là pour aider justement les entrepreneurs, les entreprises à bien définir et circonscrire leurs projets d'innovation. À bien identifier, nous, c'est sûr, comme fonds d'investissement, ce qui nous intéresse, c'est le rendement sur l'investissement qu'on va faire dans un projet comme ça. Mais des fois, il faut juste s'asseoir avec eux parce que des fois, il y a beaucoup d'ingénieurs dans ces entreprises-là, puis des gens qui sont très créatifs, qui ont des visions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne en amont, puis pour nous, c'est de l'investissement qu'on fait, là. On les accompagne pour bien structurer ça et puis se poser les vraies questions, à savoir si c'est un projet gagnant, comment il doit être structuré, est-ce que ça impacte toute mon organisation sur tous mes leviers en arrière-plan, puis quelle est la meilleure séquence en termes de déploiement de capacité pour pouvoir réussir puis atteindre ma vision. Parce qu'on va se dire tout de suite, Hugo, c'est pas des projets qu'on peut réaliser en 2-3 mois. Quand j'ai donné les exemples tantôt de Kilico, Préverco, ce sont des entreprises qui travaillent à l'innovation depuis plusieurs années. Donc, ça prend de la patience, ça prend de la résilience et ça prend des talents aussi. Tu peux arriver puis restructurer ton organisation à certains égards. Donc, les capitaux sont là. Je pense qu'il faut les aider puis aussi s'assurer qu'on les aide au bon moment de la bonne façon. Et je pense que tous les joueurs dans l'écosystème sont prêts à aider. C'est vraiment le moment de l'heure pour ça. Puis dans le fond, il faut accélérer. Moi, ce que j'ai vu, dernier point pour conclure, Hugo, il y a quelques années, je parlais de transition numérique ou on parle de transition énergétique aussi au fond. C'était utopique, c'était un vœu pieux et il y a beaucoup d'entreprises du Québec, je dois le dire, qui sentaient que c'était pas nécessaire. J'en ai pas besoin, je suis correct, je suis pas rendue là. Nous, notre rôle, comme l'ensemble des intervenants autour de l'écran aujourd'hui, c'est de les éveiller. Le 41% dormant, c'est des éduquer, des éveiller, puis de leur dire qu'il faut que tu prennes ça une étape à la fois. L'éléphant, il se mange par petites bouchées. Il faut y aller de façon séquentielle et c'est là qu'on peut les aider. Ça va?
Vous parlez d'accompagnement. Merci, Mme Robillard. Vous parlez d'accompagnement, ce qui me permet de passer à Mme Stéphanie Jean, associée fiscaliste chez EY. Les gouvernements font des efforts, je pense, manifestes pour aider les entreprises et les inciter à l'innovation. Madame Jean, de ce que vous entendez de vos clients, vous, de vos partenaires, des entreprises, quelle évaluation vous faites de la pertinence puis de l'efficacité des programmes gouvernementaux d'incitation à l'innovation? Ceux qui ont été mis en place pendant la COVID, mais même ceux qui étaient là avant, c'est quoi votre interprétation de la chose? Mais je pense que ce que j'entends, en fait, puis ce que je perçois aussi là, du marché, c'est vraiment la pertinence puis l'efficacité de nos programmes en matière d'incitation. Puis je mets l'emphase sur le mot incitation, puis je vais y revenir un petit peu plus tard, là, parce que c'est l'incitation à l'innovation qu'on dit. Hein, la question qui a été posée, mais c'est une bonne question. Dans leur ensemble, ils sont bons. On entend vraiment, là, c'est... Puis dans la recherche, en fait, c'est venu démontrer qu'on s'est amélioré par rapport à l'année dernière aussi. La perception du marché s'est améliorée quand même. On voit dans le rapport que c'est partagé. Hein. Il y en a 44 qui disaient que c'était favorable, puis il y en a 41 qui disaient que c'était mal adapté. Mais l'année dernière, on était à 56 qui étaient mal adaptés. Donc, on a vu une amélioration à ce niveau-là. Puis je pense que la raison pour laquelle on a une amélioration, c'est les programmes qui ont été mis en place durant la crise. Ils ont été rapides. Le gouvernement a été rapide à agir. Ils ont été, c'était accessible pour les entreprises. Puis comme on l'a vu dans le rapport qu'on lit ensemble en parallèle, c'est qu'il y a 69 qui ont accédé, 69 de nos PME qui ont accédé au programme pour la COVID. Ce qui fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Puis on s'entend, ça fait juste 8 mois. Là. Des fois, ça peut prendre autant de temps sortir un projet de loi ou même plus. Puis là, déjà, nos entreprises ont eu le projet de loi, ont déjà accédé à l'argent. Donc, c'est bien. Ce qu'on remarque aussi dans les programmes, ce qu'on remarque dans les programmes existants, là, ce que je vois, c'est que c'est beaucoup, les programmes y incitent ce qu'on appelle l'innovation. Innovation pour les produits puis les services qui existent déjà, pour améliorer les produits puis les services qui existent déjà, mais pas nécessairement pour l'innovation de rupture. Donc, tout ce qui serait un nouveau, un marché complètement à part ou un service qui n'existe pas sur le marché présentement, nos programmes, ils n'incitent pas à ce type d'innovation-là comme tel. Puis ce que je disais, on est bon, quand je disais on est bon au niveau de nos programmes gouvernementaux, on dépense en recherche et développement. Le Québec est le leader si on regarde le PIB, le pourcentage de dépenses par rapport au PIB. Le Québec est la province chef de file, en fait. Même si on se compare au Canada, le PIB du Canada, le pourcentage de dépenses sur le PIB, on est encore en avance. Donc, on est bon à dépenser, je pense. Puis c'est ça le message. On est bon à dépenser, mais je pense que où est-ce qu'on a un petit peu plus de difficulté, c'est à le commercialiser par la suite. Fait que je me demande si les programmes, puis en fait, ce que je pense, c'est que la prochaine étape des programmes incitatifs, puis quand je dis incitatif à l'innovation, c'est pour ça que je dis on est bon à inciter à l'innovation. Là, il faut passer à l'autre étape, puis à le commercialiser. Donc, les programmes devraient, dans les prochaines étapes, on devrait avoir des programmes qui incitent la commercialisation, puis qui poussent nos entreprises à faire des choses complètement différentes pour essayer d'aller... En fait, c'est un peu ça mon message. Vous précédez, vous avez en partie répondu à ma prochaine question, parce que vous dites qu'on dépense beaucoup en R&D, mais on entend souvent dire que les entreprises québécoises ne sont pas les plus promptes à investir dans leurs entreprises, puis que ce n'est pas les premières à percevoir l'importance de l'innovation par rapport à d'autres juridictions. Donc, est-ce que vous êtes les chiffres semblent nous montrer que ce n'est pas le cas, là? En fait, je pense que ça, on le dit depuis plusieurs années, là, puis c'est une statistique qui date de quelques années, mais je pense que ce qui explique le disconnect entre le fait qu'on dit que nos PME n'investissent pas, c'est qu'en fait, les incitatifs à R&D sont vraiment, c'est les grandes entreprises qui vont chercher
presque tous les crédits de recherche et développement. Puis les PME, ils ont, tu sais, sur le montant de crédit qui est accordé, il y a peut-être 3-4 % qui va aux PME, puis le reste, c'est les moyennes et les grandes entreprises qui accèdent au crédit de recherche et développement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on dit essentiellement que nos PME investissent pas assez en recherche et développement mais je pense que dans l'ensemble, au Québec, on a investi en recherche et développement. Je pense que c'est là la distinction à y faire. Merci. Donc, j'allais dire que dans le sondage, le défi numéro 1 des entreprises, des PME en matière d'innovation, celui qui était nommé le plus souvent, c'est encore l'accès à une main-d'œuvre spécialisée. Donc, Madame Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, est-ce que les PME ont accès à la main-d'œuvre nécessaire, selon vous, pour développer leurs innovations? Et sinon, qu'est-ce qui peut être fait rapidement là, pour répondre à ce besoin-là, selon vous? Mais en fait, je trouve que le sondage est rassurant là, dans la mesure où clairement, on place le talent au cœur de la capacité d'innovation. Puis, c'est deux éléments qui sont vraiment indissociables. Puis, il faut le comprendre profondément quand on veut innover là, en entreprise. Puis aussi, quand on construit des programmes gouvernementaux comme j'ai à le faire ou je suggère à d'autres de le faire. Puis, peut-être aussi un mot sur... la compréhension du phénomène de rareté avant COVID, après COVID. Donc, dans le fond, là, il y a 3 marqueurs importants là, qui teintent la situation du marché du travail. C'était vrai avant, mais c'est encore vrai maintenant. On a une situation démographique qui ne change pas là, avec la COVID, puis qui impacte fortement là, la disponibilité de main-d'œuvre dans le marché du travail, mais simultanément, on a une transition numérique et une transition climatique qui vient aussi avoir de l'impact. Puis en fait, depuis le COVID, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une accélération de la transition numérique, notamment. Donc, bien qu'on se retrouve post-COVID avec des secteurs fragilisés, pour lesquels on le voyait ce matin, là, on est à 7,7 % de chômage au Québec. Donc, on a des gens qui sont disponibles, qui ne l'étaient pas avant, parce qu'on était dans un moment de forte croissance. Ce qu'il faut comprendre dans le sondage, on le voit, c'est qu'il peut y avoir des enjeux d'adéquation avec les compétences qui sont recherchées. Et c'est toute la nuance. Donc, on n'est pas juste dans un enjeu en ce moment de trouver des gens en quantité suffisante. On a un enjeu, surtout quand on parle d'innovation, à aller chercher les compétences qu'on a besoin pour imaginer les innovations, puis les déployer en entreprise. Et par rapport à ça, c'est un vrai défi parce que nos entreprises... Dans les autres sondages qu'on a faits, on voit qu'elles ont l'habitude de développer, surtout les PME, la culture de formation à l'intérieur des entreprises est un vrai défi encore là, au Québec puis pour nos PME. Donc, quand on regarde que c'est la première préoccupation, bien, moi, ce qui me vient en premier, là, si on veut agir rapidement, bien, c'est sûr qu'il faut qu'on aide les entreprises et PME à détecter les talents potentiels qu'ils ont déjà dans leurs entreprises pour qu'elles puissent miser sur le développement des compétences de leur propre main-d'œuvre. Donc, dans la culture actuelle, on sait que la tendance, c'est plus de former de façon technique à court terme. On est moins dans le stratégique quand on imagine la formation et le développement des compétences de nos équipes de travail. Donc, dans le sondage, on voyait là, que pour les équipes de direction, bien, c'est sûr que si tu veux éveiller l'innovation, il faut que tu t'assures dans ton équipe de direction que tu as des gens qui vont essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle peut aider ton modèle d'affaires, peut le transformer. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Là, donc, il faut aussi donc ouvrir à la possibilité de faire des nouvelles formes d'apprentissage parce qu'on le sait, nos entreprises sont sous pression parce que c'est un phénomène un peu pervers pour elles, c'est-à-dire elles manquent de gens, elles n'ont pas de temps, donc se former, ça prend du temps. Donc, il faut être très à l'affût parce qu'il y a de plus en plus de méthodes alternatives d'apprentissage en co-développement, des formations rapides, des masterclass, des façons, et même notre réseau de l'éducation universitaire, Cégep, est en train de s'adapter pour être capable d'accompagner les entreprises et puis de les soutenir dans l'identification de leurs besoins critiques. Donc, à la question de qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, eh bien, moi, à mon niveau, je dois essayer de m'assurer que les programmes gouvernementaux, on en parlait tout à l'heure, vont être réfléchis, vont permettre aussi de se greffer à une entreprise qui obtient un accompagnement pour innover. Donc, les programmes qui visent le développement des compétences,
et l'identification des besoins soient intrinsèquement liés à l'idée d'innover et de se transformer. Puis, historiquement, on a eu tendance à traiter un peu en silo ces deux dimensions-là. Donc là, on est dans un moment où il faut qu'on ait une vision plus intégrée de l'innovation et du talent, puis qu'on aide nos entreprises à comprendre que là, oui, parfois, on a besoin que le marché nous amène de la nouvelle compétence, mais on a aussi le levier de la développer à l'interne ou de travailler en collaboration avec des compétiteurs qui n'en sont pas pour essayer d'aller chercher en co-développement des compétences, du talent dont on a besoin pour avancer. Rapidement, je retiens aussi de vos propos l'importance de former les équipes, donc la main-d'œuvre, d'avoir accès à une bonne main-d'œuvre, et l'importance de former les équipes de direction aussi à identifier qu'est-ce qui serait une bonne innovation ou un truc très important pour l'avenir de leur entreprise. Bien, en fait, c'est vraiment la bougie d'allumage. Je pense que l'innovation vient souvent appuyer la vision du développement d'entreprise. Donc, c'est intrinsèquement lié. Donc, c'est très important de travailler. Il y a une donnée un peu étonnante là, dans le Montréal métropolitain qui révèle que les équipes de gestion du Montréal Métro sont les moins détentrices de diplômes universitaires de toutes les métropoles en Amérique du Nord. Donc, c'est certain qu'il faut se préoccuper que nos équipes de direction des PME soient outillées et puis en mesure d'imaginer l'innovation puis qu'elles aient accès à du rehaussement de compétences puis à du upskilling aussi. Ouais. Sur ce, mesdames, je vous remercie beaucoup pour ces propos intéressants et très éclairants. Merci. C'est la fin de ce bloc de l'événement et je passe la parole à Ludovic. Merci à vous quatre. Merci tout le monde. Merci.